Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui est assez sensible puisqu'on va parler de maltraitance infantile et d'infanticide tout simplement. Donc si ces sujets vous touchent particulièrement ou si vous ne les supportez pas, je vous conseille de quitter cette vidéo. Et du coup aujourd'hui on va parler de l'affaire Aurore Gagnon qui a marqué le Québec quand c'est arrivé et qui continue de marquer aujourd'hui. Elle est très connue là-bas. C'est une affaire horrible et d'ailleurs il y a un film qui a été fait dessus, donc si ça vous intéresse je vous le conseille, il est franchement très bien, très intéressant. Donc voilà, donc on va tout de suite à la vidéo. Pour planter un peu le décor, la famille Gagnon, elle est composée d'abord des parents, donc on a le père Télesphore Gagnon et la mère qui s'appelle, elle, Marie-Anne Gagnon du coup, et ils sont parents de 5 enfants. Donc on a tout d'abord Marie-Jeanne qui est née le 1er août 1907, donc c'est l'aînée de tous les enfants. Vient ensuite Aurore Gagnon, donc, qui est la deuxième fille du coup du couple, qui elle est née en 1909 le 31 mai. On a ensuite une autre petite fille qui s'appelle Lucina, un garçon qui s'appelle Georges-Étienne qui est né en 1913 et Joseph qui lui est le dernier qui est né en 1915. Ça c'est pour donc le décor global de la famille. Donc il faut savoir que Télesphore, c'est un fermier qui est assez prospère, qui est dans le village donc, de Sainte-Philomène de Fortierville, je sais pas trop comment ça se dit. Ce village est situé à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Québec, donc c'est pas très loin pour voir un peu la situation géographique globale. Et donc ils vivent dans ce village et ben, ils se portent plutôt bien. La famille est plutôt heureuse, le père gagne bien sa vie, donc il peut subvenir aux besoins de sa famille, tout se passe bien. Donc il est propriétaire lui d'une terre à l'entrée du village et c'est bien en fait en 1920, donc à la fin de toute cette affaire, on va se rendre compte qu'il a à peu près des biens qui sont estimés à 10 000 $ environ, donc c'est une somme vraiment très confortable, ce qui permet au ménage d'être heureux. Mais malheureusement, ce tableau de la famille idéale et heureuse et parfaite va être brisé puisque peu après la naissance du dernier fils, donc qui s'appelle Joseph, la mère, Marianne, va tomber malade et va être vite diagnostiquée avec une tuberculose. Donc à l'époque, la tuberculose ne pardonne pas et donc elle va être hospitalisée par la suite. C'est à ce moment-là que Marianne Hood, donc elle s'appelle Marianne aussi, mais je vais l'appeler Marie, ça sera plus simple, on va juste l'appeler Marie pour la différencier de la femme de Télesphore. Mais donc Marie, elle, c'est la veuve d'un cousin de Télesphore qui va s'en rendre à la ferme une fois que Marianne va être hospitalisée pour pouvoir s'occuper de la maison et des enfants, puisque Télesphore ne peut pas tout faire tout seul et qu'il a besoin d'aide, puisqu'avec son travail c'est très prenant, et donc il a besoin d'une femme à la maison. Marie, elle est âgée de 30 ans, elle a déjà 2 enfants qui s'appellent Gérard et Georges-Henri, et donc elle va venir aménager chez eux assez rapidement. Elle vient de Sainte-Sophie de l'Évrard, donc c'est un village qui est assez proche de Fortierville, donc voilà, ils sont tous assez proches. Et donc elle va venir s'installer chez eux, et c'est à son arrivée qu'il y a des choses assez étranges qui vont commencer à arriver. Puisqu'on a d'abord donc le petit Joseph qui à l'époque, donc en 1917, est âgé de à peu près à peine 2 ans. Et il va être retrouvé mort dans des circonstances assez étranges, mais finalement sa mort va être classée comme mort naturelle parce qu'à l'époque c'était pas rare que les enfants meurent en bas âge et donc il n'y avait pas trop de quoi s'inquiéter, mais c'est quand même une mort qui survient de nulle part comme ça. L'année suivante, donc le 23 janvier 1918, Marianne, la femme de Télesphore, va décéder des suites de sa maladie à l'asile de Beauport. Donc malgré la tristesse que toute la famille ressent, Télesphore lui se sent incapable d'entretenir la ferme et de s'occuper de ses enfants correctement seul. Et c'est seulement une semaine après, le 1er février 1918, qu'il va épouser Marie, donc la veuve de son cousin qui était venue habiter chez eux pendant un temps. Là elle va devenir sa femme définitivement. Les choses étranges continuent de s'enchaîner puisque peu de temps après le mariage de son père avec
Marie. Donc Lucina Gagnon, qui est la troisième fille du couple, elle est âgée de 6 ans à l'époque et elle va décéder dans des circonstances assez suspectes, mais encore là, rien ne va être relié ou pas à Marie ou à quelconque autre cause. Un peu plus tard, les enfants vont s'en aller vivre quelques mois chez leurs grands-parents maternels qui vivent à Leclercville et donc ils vont résider là-bas quelques temps avant de revenir vers l'été 1919 et c'est là qu'Aurore va subir des maltraitances pendant près de 6 mois qui vont conduire bien sûr à sa mort. Marie lui fait subir des sévices corporels absolument horribles et bien d'autres choses. Comme exemple, on peut dire qu'elle pouvait lui faire boire de la lessive, elle lui rasait les cheveux aussi pour l'humilier encore plus et pour la faire souffrir tout simplement. Il y a une amie de la grande sœur d'Aurore, donc Marie-Jeanne, qui s'appelle Marguerite Leboeuf, elle va témoigner de ça, enfin des maltraitances qu'elle aurait pu constater ou en tout cas de la haine visible que Marie pouvait donner à Aurore et donc elle va témoigner de ça au procès après plus tard. Mais donc voilà, il y avait quand même des témoins, des gens qui se sont rendus compte en tout cas que Marie ne se cachait pas déjà, qu'elle détestait Aurore et qu'elle lui faisait bien payer. Aurore, elle en vient même à être hospitalisée à l'Hôtel-Dieu de Québec du 16 septembre au 17 octobre 1919, donc c'est une période qui est franchement assez longue. Et elle est hospitalisée là-bas parce que sa belle-mère lui aurait brûlé le pied au tisonnier, ce qui aurait conduit à lui faire un ulcère au pied. Donc c'est juste horrible. Et elle va être hospitalisée, comme vous pouvez le voir, pendant près d'1 mois. Donc c'est une période extrêmement longue quand même quand on... Et voilà, et ça n'alerte pas plus que ça en fait les gens, j'ai l'impression. Donc c'est quand même encore plus alarmant, je trouve. Donc elle passe son temps à l'hôpital, mais quand elle rentre, il n'y a rien qui change puisque sa belle-mère est toujours aussi haineuse envers elle et toujours aussi mauvaise. Et donc elle va encore subir ces maltraitances. En janvier et en février 1920, on a la demi-sœur de Télesphore ainsi qu'une de leurs voisines qui vient rendre visite à la famille. Et là, les deux femmes vont constater, elles vont le dire en tout cas au procès, qu'elles ont constaté l'état de la petite fille qui était plus qu'alarmant et l'inaction surtout de la famille et des parents quoi qui voyaient la petite fille comme ça et elles vont tout de suite avoir une alarme dans leur tête qui vont leur dire que c'est pas normal en fait d'avoir une petite fille dans cet état-là puisqu'à cette époque-là on est presque vers la fin de sa vie malheureusement et elle est très abîmée. Le 12 février 1920, c'est le jour où on retrouve le corps d'Aurore sans vie et sa mort va paraître tellement suspecte qu'on va finir par prévenir des personnes compétentes qui vont pouvoir venir et déterminer les causes de la mort et qui est en cause ou pas dans cette histoire. Donc on a d'abord le docteur Lafont qui va venir donc à la maison le jour de la mort d'Aurore et qui va constater qu'elle est dans un coma profond. Ce coma, elle ne s'en réveillera pas puisqu'elle va mourir dans la soirée. Donc, il vient dans la matinée et en fait elle va mourir dans la soirée vers 19 h à peu près selon les témoignages et donc elle mourra. On pratique ensuite une autopsie sur son corps puisque bien sûr cette mort n'est pas anodine, elle n'est pas morte d'une maladie, puisqu'on constate énormément de blessures et l'autopsie va révéler davantage, puisqu'elle révèle 54 blessures en tout sur tout son corps, à cause des coups qui lui auraient été portés donc, par sa belle-mère, mais aucun de ces coups n'a réellement été mortel, puisque la blessure mortelle, elle, on la constate sur le côté du crâne, donc c'est une blessure qui va, ça va être la blessure la plus grave qui va être constatée sur son corps. Et donc c'est sur le côté du crâne, on a son cuir chevelu qui est couvert de sang et de pus puisque la plaie, la blessure en tout cas n'a pas été soignée. Et donc elle a pourri quoi, elle était en train de s'infecter. Et donc c'est de ce côté-là que se trouve la blessure la plus grave et qui est à l'origine d'ailleurs aussi de sa mort. On voit aussi que sa cuisse est tuméfiée et que la peau au niveau de ses doigts et de ses poignets est enlevée jusqu'à l'os. Donc c'est juste horrible. Elle a dû souffrir le martyre pendant des semaines, des mois et puis sa dernière nuit a dû être juste horrible. Et la cause de la mort est finalement déterminée par une infection du sang, donc qu'on appelle septicémie, qui sont dues à ses blessures mais aussi à un épuisement plus général de toutes ces blessures qu'elle a eues puisque c'était qu'une enfant, elle avait 10 ans et elle a finalement survécu pendant les 6 derniers mois à partir du moment où elle était rentrée de chez ses grands-parents. Elle a tenté de survivre, mais face aux coups de sa belle-mère et à toutes les blessures qu'elle lui a infligées, elle a
elle a finalement succombé à ses blessures. Les funérailles ont lieu le 14 février et dans la foulée, on va arrêter Marianne Hood, donc dit Marie aussi, et Télesphore Gagnon, qui est considéré comme complice, malgré tout, du meurtre de sa fille. Et donc, on va les arrêter et les juger. Marianne Hood, elle a été condamnée à la pendaison avant que sa peine soit plus tard commuée en prison à vie le 29 septembre 1920, puisqu'en fait à ce moment-là, il y avait des débats sur l'abolition de la peine de mort et donc ils n'ont pas pu la pendre, mais ont commué sa sentence en prison à vie. Malgré tout, elle est libérée le 3 juillet 1935 pour des raisons de santé, car elle est atteinte d'un cancer du sein et du cerveau, et elle mourra le 13 mai 1936. Donc très peu de temps après sa libération finalement des suites de ces maladies. Télesphore lui il est reconnu coupable d'homicide involontaire et donc condamné à la prison à vie, mais il sera libéré en 1925, soit seulement 5 ans après sa condamnation, pour bonne conduite. Suite à ça, il retourne dans son village et continue de communiquer avec Marianne Hood, donc qui est toujours sa femme à l'heure où il sort. Et finalement, à sa mort, il se remariera et puis il meurt en 1961. Donc l'affaire Aurore Gagnon, elle a marqué les esprits et elle continue de les marquer aujourd'hui sur les affaires de maltraitance infantile ou d'infanticide ou quoi. L'affaire Aurore Gagnon résonne vraiment encore aujourd'hui et continue de servir d'exemple pour que ça ne se reproduise pas, parce que là il y avait eu des signes finalement avant-coureurs plus ou moins. Déjà rien que l'hospitalisation d'Aurore aurait dû alerter les autorités, et aujourd'hui c'est vrai que cette affaire au Québec elle est très importante et elle sert vraiment d'exemple pour que plus jamais aucun enfant ne soit victime comme Aurore l'a été. Donc c'est la fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez déjà entendu parler de cette affaire, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à aimer et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye,